Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Périscope avec Fly la Guyane, sa cabaye. Sitôt les fel, Périscope vini Sitôt pas to pouvez virer Périscope vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Périscope avec Fly nous paraît en way. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Ça c'est ma culture, où mon père me parlait de Karouat. Karouat c'est l'esprit bon. Il peut nous enseigner aussi comment dire ça? Les Karouat, il peut nous enseigner aussi à devenir des chamans ou avoir des visions. Son rôle à lui, ce n'est pas faire du mal aux gens, donc c'est l'Esprit Saint. Et souvent, mon père, qui n'a jamais été à l'école, qui ne parle pas un mot de français ni créole, qui me dit, il ne faut jamais être radin dans la vie. Quand les gens sont venus vers toi, il faut donner ce que tu as. Comme ça, tu ne souffriras pas. Parce que pour lui, c'est que si on ne donne rien, et puis les moments où on est malade, c'est qu'on va souffrir. Souffrir beaucoup. Donc du coup, lui, il a dit, il faut donner. Il m'a parlé aussi, il m'a raconté l'histoire de Tamsi Pelala. C'était un grand guerrier qui rassemblait tous les peuples quand ils étaient attaqués. Ils étaient mis en commun pour attaquer les ennemis. Tamsi Pelala, Tamsi, c'est le grand-père. Pelala, c'est brillance. À l'époque où les Amérindiens, entre nous-mêmes, c'est qu'il y a toujours eu de la guerre. Donc lui, il rassemblait tous les clans pour devenir un seul Teko pour combattre les ennemis. Puis après, il m'a parlé de Tukusimakan, c'est le guerrier colibri. Il est tellement fin que c'est lui qui a pris l'initiative d'être un guerrier colibri. Et quand on est enseigné pour devenir colibri, le guerrier colibri, c'est qu'on est vraiment habile à écouter, habile à voir. On a vraiment la vision aussi qui est perçante, on voit bien. Et cette personne, en principe, d'après l'histoire, c'est qu'il est dans les villages, mais il est prêt parce qu'à tout moment, les habitants pouvaient être attaqués. Donc, il est toujours armé pour défendre sa communauté. Mon père, qui était musicien également, chaman et musicien, il me parlait de ces petits motifs-là qu'on voit, en fait, c'est des danses, des morceaux de danse. C'est comme ça qu'il s'est repéré. Et donc, mon père, il va me parler de Sipali Toulé, donc c'est une danse traditionnelle où tout le monde danse à être heureux. Et donc, mon père, là-bas, il me parlait de Wirakara, c'est le dieu là-bas, c'est l'espèce d'humain, il est tout seul, le créateur, quoi. Donc, c'est ce qu'on m'a éduqué avec ça. Sauf qu'à l'âge de 7 ans, les curés, il y a une sœur aussi, mais je n'ai pas mis, sont venus dans les villages, ils regardent les enfants, bon ben celle-là, elle est en âge d'aller à l'école. Celle qui est à 12 ans, non, elle est âgée, donc on les laisse tranquilles. Eh bien, il fallait faire les affaires rapidement, donc mes parents s'en posaient la question, et pourquoi? Donc ils ont pris l'enfant, donc moi, j'avais 7 ans, je suis allée, on m'a mis de l'autre côté, mais je peux vous dire que j'ai pleuré toute la nuit, parce que je me dis que qu'est-ce qui se passe quand on me parle, je dis oui ou non, mais sans savoir, on me fait parler comme un perroquet en fait. Et après, une fois que je suis arrivée là, interdiction de parler ta langue. Voilà, c'était ça. Les recommandations, c'était ça. Il ne faut pas parler votre langue. On est ravis avec Guillaume de venir vous parler de cette histoire, celle ce qu'on appelle en Guyane les hommes indiens.
homme qui s'écrit H-O-M-E. C'est un mot qui n'est plus tellement utilisé en français, qui signifie foyer, maison d'enfant, qu'on retrouve dans la langue anglaise d'ailleurs. Donc c'est homme indien qui désigne des pensionnats catholiques spécifiquement destinés aux enfants amérindiens de Guyane et également à des enfants bushinengués pour ce qui est du Home de Maripasoula, où ont également résidé des enfants Boni. Ce livre, effectivement, c'est le fruit de plusieurs années de travail et de recherche sur cette histoire qui n'avait pas été documentée jusqu'à aujourd'hui, excepté un mémoire de recherche pionnier qui avait été publié il y a une dizaine d'années maintenant par Françoise Armanville, un mémoire de recherche en anthropologie, où elle posait les premières bases de l'histoire de ces pensionnats, où voilà, commençait à trouver des dates, les emplacements, où est-ce qu'ils se trouvaient. Et donc on avait déjà ça, mais il y avait un grand nombre de questions auxquelles on n'avait pas encore de réponse, à savoir combien d'enfants ont été concernés, quel était le statut exact de ces enfants, quelle était la nature des relations entre l'État et l'Église, puisque ces pensionnats étaient confiés à des religieux catholiques. Voilà, est-ce qu'il y avait des transferts financiers à destination de ces pensionnats, de l'argent public. Donc vraiment, et puis en quoi consistait la vie dans ces pensionnats. Donc beaucoup de questions auxquelles je me suis attelée à répondre en menant des recherches à la fois dans des centres d'archives qui se trouvent principalement de l'autre côté de l'océan, des archives des congrégations religieuses qui étaient très intéressantes et auxquelles j'ai pu avoir accès, et puis en recueillant le témoignage d'anciens pensionnaires, de personnes qui avaient grandi dans ces hommes indiens, et puis de quelques religieux de manière plus anecdotique, et puis d'autres témoins guyanais, des personnes qui avaient des informations, des choses à raconter sur l'histoire de ces pensionnats. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Guillaume Couillouri, qui m'a fait confiance, qui a accepté de me raconter son histoire, et on trouve son témoignage dans le livre, aux côtés de témoignages de plusieurs dizaines d'autres personnes qui ont été enfants dans ces hommes. Voilà ce que je peux vous dire pour le début. Alors la genèse, effectivement, il y avait eu un précédent avec ce que j'appelle le petit livre jaune, donc il se trouve derrière Petit guerrier pour la paix, qui est un livre d'entretien avec Alexis Touka, Alexis qui signe également la préface de Allons aux enfants de la Guyane. Et donc dans ce premier livre qui a été publié en 2017, Petit guerrier pour la paix, Alexis Touka commence à raconter son passage par le Home de Mana, où il a été enfant dans les années 60. Fin 60, et ces quelques pages ont particulièrement interpellé les lecteurs et les lectrices de Petit guerrier pour la paix, et c'est ce qui nous a convaincus de la nécessité de consacrer un travail plus exigeant, plus complet à l'histoire de ces pensionnats justement, car comme je vous l'ai dit, très très peu documenté, beaucoup de zones d'ombre, un vrai vide historique, et Allons enfants de la Guyane y répond en partie, mais je tiens vraiment à préciser que c'est pas un travail exhaustif, c'est une histoire immense qui court sur presque un siècle, qui se trouve dans différentes communes de Guyane, qui a concerné plusieurs peuples. Et moi j'ai tenu à poser des bases, notamment grâce aux archives, donc des bases historiques qui je pense sont assez solides, mais il y a beaucoup de récits à recueillir aujourd'hui. Si certains d'entre vous réfléchissent à des sujets de mémoire de recherche par exemple, je peux que vous inviter à plonger dans l'histoire de ces pensionnats. Je pense à des monographies, je pense qu'aujourd'hui il faudrait consacrer un travail sur le Home de Maripasoula, un travail sur le Home de Mana, le Home des filles de Mana, le Home des garçons de Mana, le Home d'Irakubo, le Home de Sinamari, le Home de Saint-Georges. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à raconter, et des paroles à écouter. J'avais aussi une sœur qui était là. Je me rappelle ces souvenirs où elle courait derrière moi pour me dire non, tout va bien, ils ne vont pas nous faire du mal, ils vont nous donner à manger, tout ça. Mais sauf que quand je lui parle en teco, parce que la jeune fille à l'époque, elle me parlait aussi en teco. Et quand la sœur revenait, il nous a dit ne parle pas votre langue. Et après, on nous a donné
Notre nourriture de base, c'était des boîtes de conserve, sardines. Ça, c'était saucisson gaule, cornet bœuf et des cubes là, pour faire les bouillons. Accompagné du couac tous les jours. C'était ça la nourriture de base de tous les jours des petits Amérindiens ou les Bouchinigués qui vivaient à cet endroit-là. Alors que je sortais là-bas où on me nourrissait bien, arrivé ici, c'est mal bouffe. Mais à l'époque, je me dis qu'il n'y a pas d'autres solutions pour manger, donc j'ai mangé. J'avais les cheveux longs, ils ont coupé les cheveux. On m'a arraché tout ce que j'avais de l'Amérindien en fait. On dormait dans un dortoir en hamac. Tout ça, c'est des punitions collectives que j'ai eues moi-même. C'est-à-dire qu'un week-end, dans notre assiette, on avait des mangues vertes. Dans toutes les assiettes de tous les petits qui étaient là, on était une soixantaine. Avec un couteau, il fallait manger ça. Et quand je regardais ça, je dis, moi, je ne mange pas ça. Déjà chez nous, dans mon village, à l'époque, c'est qu'il fallait que les mangues soient mûres pour manger. Quand on prenait les mangues vertes, ma grand-mère ou ma mère dit, non, 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 ne fais pas ça. Donc du coup, on attendait que ça soit mûr avant de les prendre. Et là, le fait de ramasser des mangues vertes par terre et nous donner, manger ça les enfants, c'était le seul repas qu'on avait. Donc moi, je dis, moi, je ne mange pas ça. Je dis, ça c'est des maltraitances, donc moi je dis, je veux partir. Soit je partais, je ne sais pas ce que je vais trouver sur la route, donc je suis partie. Non, les enfants ne sont pas partis. Et quand je leur ai dit que moi, ce jour-là, je dis, je vais partir, et il n'y avait aucun qui veut me suivre en fait. Et ils ont peur. Je dis que moi, je prends le risque. Et moi, je me dis que ce jour-là, je me dis que j'étais peut-être forte. Le fait qu'à ce moment-là, mes parents aussi étaient en train de divorcer. Donc du coup, il y avait ce truc-là en moi. Ils ont envoyé les gendarmes derrière moi, mais je me suis cachée dans le canal. Et j'ai de la chance que ce jour-là, mon oncle, le petit frère de ma mère, qui avec sa femme était en train de partir de Maripasoula au vieux des grades de Maripasoula, au vieux des grades de la gendarmerie. Et je suis arrivée, j'ai monté avec eux. On a fait 1h30 de pirogue à la pagaie. Je suis restée 3 jours chez lui. Par la suite, il m'a ramenée chez sa sœur, donc ma tante. Je suis restée 1 semaine avec ma tante. Et ma tante elle-même m'a ramenée chez ma grand-mère. Donc du coup, je suis restée de 11 ans à 15 ans avec mes grands-parents. Les jours où j'avais compris ça, en fait, au début, je croyais. Les dieux, les tas de choses qu'il dit. Et puis les jours, il y avait une sœur qui était là. C'était une sœur les plus raciste que j'ai rencontré. Le jour qu'elle elle a prononcé aux petits camarades de Petit Aloukou qu'ils étaient les singes noirs et que les Amérindiens, elle avait traité de babounes, les singes rouges. C'est là que j'ai compris à quel moment le Dieu a dit ça, de dire ça aux enfants. C'est là que j'ai compris, c'était là où j'étais, c'était des mal. Je me suis enfuie dans la forêt à peu près au mois mars 84. Donc j'ai passé dedans pendant 4 ans et demi à ne pas pratiquer ma langue. Mais aujourd'hui, avec le temps, je me suis rendu compte que si j'étais restée là, dans ma communauté, etc., je ne serais pas capable aujourd'hui de vous dire bonjour. Et le fait que j'ai quand même avancé par là, donc j'ai appris quand même quelques mots en français qui m'a conduit à devenir ce que je suis maintenant. On m'a tellement mis dans la tête que l'Indien c'est sauvage, il communique avec les diables, je ne sais pas. Et peut-être si j'étais par là, regarder en arrière, j'aurais dit moi-même, bon ben, tout ce que ma famille les font, c'est du n'importe quoi. Et que j'ai tellement eu du mal quand j'ai pas envie de prier qu'on m'a donné la punition à genoux par terre, qu'aujourd'hui, quand on vient me voir, il faudrait que tu vas à l'église. Je vous me demandez cela. Moi, j'ai pleuré pour me faire, quand je ne vais pas faire ma prière, j'ai puni. Et aujourd'hui, on vient me dire, tu n'as pas de croyance, on vient à l'église. Je dis non. J'ai déjà vécu tout ça, j'ai déjà vu. Et c'est comme ça que je voulais parler dans cette expo. Il est important de savoir que avant l'arrivée de Christophe Colomb, on est en 1492,
Moi, je m'appelle Daroyagali Kouyouri. C'est mon prénom, mon vrai prénom. Après, venir se rattacher un nom français, francisé, Guillaume Kouyouri, que je porte peut-être bien, je ne sais pas. Avant Christophe Colomb, on ne pouvait pas compter les Amérindiens sur les doigts de la main. On était des milliers et des milliers. Donc, c'est après, justement, on est devenu minoritaire dans notre propre environnement. Ce qui fait qu'actuellement, c'est vrai, il y a 5% de résistants. Et encore, on a essayé de nous éliminer complètement pour dire que la Terre était, comme on dit en latin, terra nullius, mais il y avait du monde, il y avait des êtres vivants, il y avait des hommes et des femmes qui ont déjà foulé ce sol avant l'arrivée des Européens. La Guyane est façonnée par l'histoire des Amérindiens, donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça peut être un socle de construction, de construire l'avenir, notre avenir en Guyane. Donc, d'où la langue que j'essaie de parler correctement. Mais je m'y force. Mais ma langue, c'est autre. Ma vraie langue. Je peux dire Yasagalgon, Nema Milai, Chumayala. Et le boa, quand il était à Boponakaye, et le Aulana Namembo, et Namishimembo, Shibakao, et voilà, Kuesha, avec Yasagalgon. Et le Kaleda de Bakai, il y a le cas où il n'y a pas pour le abri, il y a un togo, il y a un togo, on est togo, on est là, Kamam Sawapo, on est là, et le con, au Dakayo, mais la manonda, création, et le bokunon Godupo, on est là, Kupana Gulwa, Kurusan, on est là, Pana Gulwa, Kurusan Kayumbo, pas pour Kamel Godaka de Mekouanye. Donc, je disais que à tous ceux qui nous écoutent sur cette planète, en Guyane, que nos langues sont toujours vivantes. Moi, ma langue, la langue télévéyou, elle est vivante, elle n'est pas morte, ce n'est pas une langue morte. Au contraire, on y vit avec, on est né avec, on va mourir avec. Donc il est important de se dire que chaque nation, chaque peuple, à sa façon d'être, à sa façon d'évoluer maintenant dans ce système qui n'est pas le nôtre, mais qu'on a su apprivoiser. Tandis que l'autre n'a jamais su nous apprivoiser. Comment on peut construire, comment on peut justement... on ne peut pas parler, comment dirais-je, d'une façon simple en disant que, ok, je suis arrivé, je vous ai dominé, exterminé, donc... vous devez vous soumettre à ma façon d'être, à ma façon de penser, à ma façon de voir les choses. Donc moi je dis non, on ne peut pas vivre dans un monde unipolaire. Il faut penser à autre chose. Surtout aujourd'hui, je pense que les actualités nous montrent que nous devons changer de paradigme, de voir autre chose, de créer autre chose, de pouvoir vivre autrement, de pouvoir vivre ensemble. Avant l'arrivée des Européens, c'est des milliers et des milliers. On n'était pas 3 personnes, quoi. 3 tondus pelés qui ont traîné dans la forêt pour nous appeler des sauvages ou des primitifs. Notre civilisation est millénaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut contextualiser les choses, remettre les choses à leur place. Essayer d'avancer, comme je dis, essayer de créer la nation guyanaise, pourquoi pas. Mais c'est à vous, les jeunes, de penser autrement, de voir l'évolution du monde autrement, l'évolution de notre existence même à travers le monde, surtout à travers la Guyane, l'Amazonie. N'oubliez pas que nous sommes en Amazonie. Donc, comme je dis tout le temps, l'Amazonie, ce n'est pas un nouveau monde. Il y a un seul monde, à mon avis. Il y a un seul monde, il n'y a pas de monde, il y a un monde où les êtres humains ont évolué, ont foulé avant les autres. Donc, moi je dis, il faut essayer de bâtir quelque chose. L'histoire, c'est vrai, l'histoire des Hommes, c'est quelque chose pour moi, comment dirais-je, c'est vrai que quelque part ça fait mal, ça fait souffrir.
On porte ça, c'est vrai, c'est pas facile de dégager tout ça, mais on y arrive. On y arrive comment? C'est-à-dire que en sachant l'histoire de l'autre, on a su s'intégrer dans ce système, dans cette société, comme les pensées sont différentes, de voir les choses est différente. C'est vrai, nous avons la même, comment dirais-je, au niveau de la culture langue, c'est pas pareil, on se comprend pas quoi. Donc quand il y a eu le premier contact, on a essayé de se comprendre. C'était pas facile. Donc on a créé une langue d'échange avec les premiers Européens. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont apporté d'autres choses, d'autres cultures, qui ont embelli cette histoire de la Guyane, malheureusement, quelque part, qui reste floue et qu'on n'arrive pas justement à remettre les choses à leur place. Nous avons essayé de résister, nous, une nation amérindienne de Guyane, du nord au sud, parce que l'histoire s'est répétée de la même manière, du nord au sud. Et je pense que même dans les colonies d'autres pays, c'était pareil. La colonisation, c'est vrai qu'on peut en parler, il y a tellement de sujets à aborder. La colonisation, comment on a été déculturé, comment on a été presque, comment dirais-je, assujetti à un système qui n'est, comme je répète tout le temps, qui n'est pas le nôtre. Mais on a su apprivoiser justement pour changer, pour essayer de comprendre la pensée de l'autre. C'est ce qui est peut-être positif. C'est peut-être positif, mais on ne se comprend toujours pas. Donc, moi je dis, il n'y a pas une culture, il y a des cultures à travers le monde. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans un monde unipolaire. Donc il faut créer autre chose, il faut penser autre chose. Aujourd'hui, quand je regardais mon histoire, je me dis que si je suis restée que dans ma nature là-bas, est-ce que je serais capable aujourd'hui de vous parler aujourd'hui comme je suis avec vous? Ou alors si je continuais dans l'essence d'église, aujourd'hui je serais assis quelque part avec la Bible et rejeter toute ma communauté derrière et tous les savoirs, ce que je savais. Je dis que bon, tout ça, tout ce que mes parents disent, c'était les diables. Ou encore, arriver ici, ça sera un choc culturel. Donc soit je me pends, je finis comme ça, parce que je ne sais plus qui je suis en fait. Et de l'autre côté, il y a ma croyance aussi, où mon père il me parlait de Dieu. Arrivé vers l'église, il me parlait aussi de Dieu. À un moment, j'étais confus dans ma tête. Je lui dis, combien de dieux qu'il y a? Parce que mon père, il a toujours dit qu'il existait un seul Dieu. Comment se fait-il que de l'autre côté, il me parle aussi de Dieu? Voilà ce qui était dans ma tête. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un choc violent. On n'a pas réussi à me tuer, ce que je suis, mais quelque part, j'ai pas vraiment perdu en fait, parce que tout ça c'est par rapport à mon père qui pratiquait la spiritualité. Quand je suis allée, je suis sortie de chez mes parents, quand je suis sortie de chez les sœurs pour partir pendant les vacances arrivées, mon père, première chose qu'il m'a fait, il m'a lavé avec des plantes sacrées, donc reviens. Donc c'est comme si quelque part j'enlevais tous mes vêtements derrière et que je rentrais dans la communauté. Et quand j'allais partir, il a refait les mêmes prières pour que je puisse partir dans l'autre. Donc quelque part, mon père, il m'a montré la façon comment il fallait se protéger aussi. Donc comme si j'avais déjà des identités, quoi. J'allais dans l'autre chose où on va me forcer à faire la prière. Et j'arrive aussi de l'autre côté où mon père il va me parler il ne faut pas être vorace dans la vie, il faut donner, on n'a qu'un seul Dieu. Donc du coup c'était bien, quoi. Voilà. Et le fait que je suis vraiment, je suis une rebelle, donc je suis partie. Donc quelque part c'est quelque chose qui m'a sauvée en fait. Mais quelque part, quand même, il y a quelque chose qui me revient parce que je ne peux pas dire que j'ai complètement rejeté tout parce qu'on a grandi avec ça et il faut faire quelque chose avec ce qu'on a. Donc, je porte toujours une petite croix
Et c'est parce que je suis passée par les hommes. Donc quelque part, ils m'ont quand même bien mis quelque chose dans la tête aussi. Le terme de homme, il apparaît, je le vois apparaître dans les archives pour la première fois au début des années 50. C'est le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, Lucien Vauchel, qui... à l'époque d'ailleurs, on parle de sous-préfet de Linini, historiquement pour être exact, en poste à Saint-Laurent-du-Maroni, qu'il emploie dans un courrier, c'est en 1953 il me semble, donc j'en parle dans le livre, avant les religieux, la préfecture, pour désigner ce qui se passe au presbytère, dans les maisons des sœurs, c'est-à-dire cette action qui consiste à regrouper les enfants amérindiens autour des religieux, parle d'œuvres indiennes, parfois d'orphelinat, voilà, c'est les principaux termes qu'on retrouve. Et puis à un moment, voilà, en 53 apparaît ce terme de homme, mais moi je ne sais pas pourquoi ce sous-préfet l'utilise, sachant que certes ça fait écho à la langue anglaise, puisque homme, voilà, c'est un terme connu en anglais, mais dans le français du début du XXe siècle, c'était aussi utilisé, voilà, pour parler de maison d'enfants, de foyer. Donc c'est un terme qui vient aussi d'un français plus ancien et qui, moi, à ma connaissance, est très très peu utilisé aujourd'hui. Et donc un mot un petit peu particulier, puis qui ensuite se répand et qui est retenu pour désigner ces pensionnats autochtones. Dans les années 60, il y a une association des hommes indiens qui est là pour essayer d'encadrer un petit peu ce qui se passe, qui est présidée par l'évêque, donc qui prend ce terme de homme indien. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours du homme indien de Saint-Georges de l'Oyapock, sachant que les enfants qui ont grandi là-bas, pour certains, m'ont confié ne pas tellement recourir à ce mot de homme, qui est un peu étrange, qu'on a parfois du mal à comprendre, et dire plutôt qu'ils ont grandi chez le prêtre ou chez les sœurs. Actuellement, je pense plutôt que ce sont en fait des chemins qu'emprunte l'État en situation coloniale, quand il se pose la question de que faire avec les populations autochtones présentes sur un territoire, et qu'il recourt à l'acteur église catholique, qui en général est présent également et qui est tout à fait disposé à ce qu'on lui confie des enfants à des fins d'évangélisation, et effectivement c'est un modèle qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, ici, ailleurs en Amérique du Sud, en Australie, et sans avoir nécessairement besoin justement d'acteurs clairement identifiés, mais étant plutôt des sortes de chemins de pensée et de domination qui sont empruntés comme ça par ces institutions. Mais ça, c'est mon sentiment personnel, et tout à fait possible effectivement que les recherches continuant, on s'aperçoive qu'en fait il y a eu une importation plus claire du modèle. Pendant des années, les hommes ont été financés sur de l'argent de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, en détournant une catégorie de l'aide sociale à l'enfance, celle de recueillis temporaire, qui suppose qu'il y a un danger pour l'enfant s'il reste vivre en famille, et qu'il y a aussi un consentement des parents pour le placement. Et aucune de ces deux points n'ont été respectés en Guyane concernant les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger à rester vivre en famille, et le consentement des parents n'a pas été recueilli non plus. Toutefois, l'administration mobilise cette catégorie de manière à financer de manière plus ou moins légale, avec de l'argent public, ces pensionnats. Et dans des archives un peu plus récentes qui datent des années 90, on trouve, a lieu une réunion au Conseil général pour un peu faire le point sur les deux derniers hommes de Guyane, qui sont alors celui de Marie Passoula qui a fermé en 2012 et celui de Saint-Georges de l'Oyapock, et il est stipulé que au sein de l'administration, on a bien conscience que ces institutions ne sont pas tout à fait légales. Le terme qui est retenu, c'est celle d'infralégal. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais donc voilà, on a conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et que donc on essaie de détourner des catégories du droit pour pouvoir quand même financer sur argent public. Et les religieuses de Saint-Paul-de-Chartres, qui ont donc la charge, la responsabilité, enfin, qui ont sous leur tutelle
plusieurs dizaines d'enfants originaires des villages Wayampi de Trois-Sceaux sont rémunérés avec de l'argent qui transite par la CTG. Comme je disais tout à l'heure, il est important de, comment dirais-je, de me remettre en retour sur moi-même. C'est vrai, l'idée était de nous éduquer, en faisant quoi? En nous interdisant de parler notre langue, à oublier notre histoire, à oublier notre façon d'être, à oublier notre façon de vivre, en fin de compte. Voyez, c'est la grande personne qui, comment dirais-je, qui vient vers vous, qui vous prend tout, vous vole tout, et il veut vous sauver. Donc pour vous sauver, il faut vous évangéliser d'abord. Et après, l'éducation, c'est sommaire. C'est apprendre à parler un petit peu la langue française pour pouvoir prier. Et c'était ça un peu l'idée de la façon de nous détruire plus facilement, quoi. On n'avait pas nos mots à dire. On n'avait pas nos parents avec nous, justement, pour nous apprendre l'essence des mots, comme déjà nos parents ne comprenaient pas le français. D'accord? Donc il est facile, c'est vrai, d'endoctriner des enfants de 2 à 5 jusqu'à 15 ans à peu près, qui on a mis quelque part, qu'on a appelé home. C'est seulement après que j'ai appris en anglais c'était quoi home. Donc c'était comme un endroit où on vous mettait ensemble, comme dans un parc, pour essayer de vous changer complètement, de changer votre vie, de penser autrement, de manger autrement, de parler autrement, d'oublier votre culture, d'oublier votre langue. Il ne faut plus avoir peur de dire les mots, de dire les choses. Il faut dire ce qu'il y a. C'est vrai, au moment de la colonisation, c'est un mot qu'on doit employer facilement, c'est plus tabou. Il y a eu aussi un génocide. Il y a des mots aussi qu'on doit employer, on doit dire la vérité entre nous. Donc ce monde dans lequel nous évoluons actuellement, nous commençons à voir ses limites, c'est vrai. Mais justement, le pillage, où on nous a pris le vol, comment on voulait à son voisin pour s'enrichir. Nous sommes voués à vivre ensemble. Et malgré ça, malgré tous ces traumatismes ou ces interdits, ne m'a pas empêché d'être moi-même. Si aujourd'hui je suis en face de vous, c'est juste un témoignage, histoire qu'on veut cacher, qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de, on dit qu'on ne dit pas les choses. Maintenant, on est conscient que l'histoire a été falsifiée quelque part, un peu partout dans le monde. Et avec ça, c'est à nous de construire quelque chose, de dire la vérité. Et je suis conscient que ce système ne m'a jamais apporté ce que j'avais besoin pour vivre, pour être moi-même. Mais c'est vrai, c'est pas facile, c'est un travail à faire sur soi. Parce que c'est vrai, les séquelles, les traumatismes restent. Quand on vous interdit de parler votre langue, ou d'oublier votre culture, ou je sais pas moi, de vous interdire tout, même de parler votre langue avec vos parents. Je pense que ça a été un peu notre histoire à tous. L'interdiction de parler notre langue.
histoire de ne plus se parler, comment dirais-je, comme on faisait dans le temps, raconter des histoires dans nos propres langues. On a voulu remplacer notre histoire, c'est vrai, en disant que c'est vrai, qu'on l'a appris dans les livres, nos ancêtres, les Gaulois. Ça m'a fait rire il y a bien longtemps. Et est-ce que je ressemble à un Gaulois? Je suis Téléviou. Je suis un être humain. Je suis un homme, fier de l'être, fier de parler ma langue aujourd'hui et de pouvoir communiquer avec vous, d'échanger avec vous. C'est pour ça que je vous dis, il est temps de remettre de l'ordre dans nos pensées, essayer de déconstruire un petit peu tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Il faut essayer de déconstruire notre pensée. Il faut penser à autre chose. C'est comme ça seulement que nous pourrons vivre ensemble, se comprendre. Il n'y a pas mille chemins pour se donner la main et d'aller ensemble vers un avenir propice à tout le monde, bénéfique à tout le monde. Ces trois verbes qui composent le sous-titre « Éduquer, évangéliser, coloniser dans la République » nous ont semblé, avec la maison d'édition, décrire assez bien l'objectif des pensionnats. Pour les autorités religieuses, le mot-clé c'était celui d'évangéliser. Pour la préfecture, les autorités étatiques, l'idée de l'assimilation était le principal objectif qui était fixé aux hommes. Pour les personnes qui ont grandi dans ces établissements, alors c'est une expérience effectivement de colonisation de l'intime qui a été vécue, puisque comme le décrivait Guillaume, c'était tous les instants de la vie qui étaient régis par les religieux, les religieuses qui géraient les hommes, et donc ce que j'appelle une forme de colonisation de l'intime, dans le sens où on décide, bon, effectivement la langue que vous allez parler ou ne pas parler, mais aussi l'heure à laquelle vous vous levez, la manière dont vous vous habillez, ce que vous allez manger, à quelle heure vous allez manger, comment vous allez vous laver, à quel moment on s'assoit et on étudie, comment on étudie, qu'est-ce qu'on étudie. Donc voilà, quelque chose vraiment de complètement englobant. Et finalement, le terme colonisé permet d'avoir un peu cette vision d'ensemble de quelque chose qui enserre tous les moments de la vie. Et quand la spécificité des hommes, c'est de s'intéresser aux enfants, c'est de prendre justement les enfants, les séparer des parents, des familles, et de les éloigner des villages pour les plonger dans un environnement culturel autre, européen, chrétien, et voilà, et c'est ce qui s'est joué dans ces établissements, et ça a eu des effets forts sur les enfants qui ont grandi. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que le plus souvent, mes enfants, et j'ai 4 enfants, mes enfants m'ont dit « Maman, tu ne nous aimes pas ». Ça m'a joué dans la tête, je me dis « Pourquoi les enfants disent que je ne les aime pas? Pourquoi ?» Et moi, ça me rendait triste aussi. Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris qu'est-ce que cela veut dire. Donc en fait, c'est que le fait que là, il y avait une 60aine d'enfants, on n'a pas les droits au câlin. Donc, on a nourri, on nous a donné des vêtements, et puis le lendemain, allez à l'école, faites vos prières. C'était la même façon que j'ai éduqué mes enfants, en fait. Je n'ai pas parlé de la prière, mais je les nourrissais. Pour moi, le fait de donner à manger, le fait de donner des vêtements, pour moi, ça suffisait. Et je voyais leur père qui prenait des temps. Et il n'y a pas longtemps, je me dis que non, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai produites avec mes enfants. Et j'ai dit à mes enfants, je me dis vraiment, je suis vraiment désolée parce que je suis passée dans un endroit et des choses que je ne vous ai pas regardées, je ne vous ai pas chouchoutées comme des vraies mamans. Je dis, c'est parce que quelque part, c'est ce que j'ai vécu et j'ai produisais la même chose, ce que j'ai vécu en fait avec mes enfants. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, ils ont eu l'explication que moi-même, je n'étais pas capable. Quand ils m'ont dit, tu ne nous aimes pas, je n'étais pas capable d'expliquer. Et je disais à mon mari, pourquoi les enfants me disent ça?
pourquoi est-ce que toi tu as vu que je maltraite les enfants? Pour moi, je voyais, c'était comme si quand les enfants me disaient ça, comme si je les maltraitais. Et pour moi, il n'y avait pas de maltraitance. C'était tout à fait normal. Et après, j'ai compris ça il y a 2 ans. Que j'ai dit non, c'est quelque part, c'est que j'ai perdu. La notion, c'est qu'une mère devait être avec son enfant. Comment dire ça? C'est pas la notion, mais l'habitude. Comment on peut être. On parle à nos enfants, on raconte une petite histoire, on les fait rire, d'être vraiment attentionnés. Ce n'était pas du tout mon cas. Je regardais s'ils sont malades. S'ils sont malades, je vais faire tout mon possible pour les soigner. Mais je n'étais pas maman gâteau, quoi. La Bible, c'est vrai, on nous a éliminés au nom de la Bible, au nom avec l'épée, voilà quoi. On a égorgé tout le monde parce que il fallait l'obéissance. Il fallait vraiment nous mettre à genoux pour oublier ce que nous sommes. Le contact avec les prêtres, on va dire, c'est vrai, c'était pas facile. C'était des hommes parfois très méchants, malgré qu'ils avaient la soutane ou qu'ils avaient la Bible entre les mains tous les jours. Mais c'est vrai, on a connu la maltraitance de leurs mains, quoi, de leurs pieds, qui nous corrigeaient, qui essayaient de nous soumettre. Mais tout cela a façonné justement certains frères qui ont su résister, justement, qui ont su enfuir tout ça pour essayer de s'en sortir, pour essayer de faire le mort, pour vivre. Vous voyez, se cacher même sous la soutane pour pouvoir survivre. mais là encore, c'était pas facile. C'est tardivement quand on a commencé à comprendre la langue française, essayer de comprendre, parce que quand vous ne parlez pas une langue, c'est pas facile non plus. Donc de répéter toutes les prières sans comprendre le sens des mots ou de ce qu'on rencontre. Pour moi, personnellement, ça n'a jamais été quelque chose de favorable. Au contraire, ça m'a mis, je me suis retranché justement pour essayer de survivre en fin de compte. Quand on est passé là, c'est comme si vous êtes passé, je sais pas moi, dans un milieu où on vous enlève tout. Il fallait prendre sur soi, se taire, essayer de suivre les ordres, on va dire, des prêtres, essayer de survivre. Ouais. J'ai des frères et sœurs au Canada, donc l'histoire est la même. L'histoire est la même. Ça a été pensé. Ça, il ne faut pas le nier, ça a été pensé. Donc, moi je dis l'histoire est la même. Avant ce qui s'appelle maintenant américain, donc il y a le premier peuple, le premier peuple, on va dire, au lieu de dire autochtone. Ça, c'est encore des mots qu'on doit à un moment donné effacer et de remettre les mots à leur place. Il y a des mots que même nous, on ne comprend pas. Autochtone, ça ne veut rien dire. Donc, avant l'arrivée des Européens, il y avait des peuples, il y avait des nations, du nord au sud. Donc, cette histoire a été pensée pour l'élimination physique des hommes et des femmes, pour avoir la mainmise sur beaucoup de choses, pour asseoir une domination. Et comme d'habitude, quand on était peut-être trop bon, trop con, on a accueilli tout le monde, les bras ouverts. Quand Christophe Colomb est arrivé, c'est vrai, il n'y a pas d'écrit dans notre culture. Mais il y a des écrits. Il y a une écriture qu'on ignore. Comme je dis tout le temps, comme tout a été falsifié pour dominer l'autre, pour cacher la vérité aux autres. On a dit que nous étions des sauvages. Il y a des mots encore maintenant. Moi, ça me touche plus aujourd'hui.
Parce qu'on voit qui est sauvage maintenant. On voit les choses, on voit le monde, comment le monde va de travers. Les décideurs ont fait que ceux qui ont ramassé ou amassé des richesses sur le vol, sur le pillage, sur l'élimination, soit. Mais sachez que le monde, ce sont faits d'effets de cycle. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et là, ça bouge, ça tourne. Donc il faut s'y préparer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vivre dans un monde unipolaire ne nous apporte rien du tout. Au contraire, ça nous tue, ça nous étouffe, ça nous empêche de vivre, de penser, d'être ce qu'on doit être. Des hommes et des femmes qui pensent autrement. Aujourd'hui, tout est canalisé, tout est barricadé. Donc... Mais j'ai même peur de parler, quoi, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire a été pensée à un moment donné, dans des hauts lieux, dans des hautes sphères. On a décidé d'avenir du monde. Quand je dis le moment où on a partagé le monde, on n'était pas là. Mais maintenant qu'on cherche un peu plus, on regarde ce qui s'est passé réellement, quoi. Cette histoire n'avait pas du tout été documentée, ce que je vous disais au début, et que donc il y avait de nombreuses questions qu'en tout cas moi je me posais, auxquelles on n'avait pas encore de réponse. Des questions très historiques. C'est vrai que moi le travail que j'ai mené, il est quand même façonné par une approche assez historienne. C'est aussi ma formation. J'ai un master de recherche en histoire, donc c'est un peu le chemin que ma pensée a emprunté quand il s'est agi de réfléchir aux hommes indiens et donc à leur passé. Et donc voilà, je pense que je me suis beaucoup posé la question des débuts. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'à Saint-Georges-de-l'Oyapock, il y avait toujours un pensionnat de ce type. Donc ça m'a interpellée. Au tout début, je suis journaliste. Je me suis dit que j'allais faire un article sur le dernier homme indien de Guyane. Voilà, un reportage peut-être sur une famille, un enfant qui rejoindrait ce pensionnat. Et en fait, ça m'a été impossible, personnellement, parce que j'avais besoin de remonter justement le fil historique. C'est-à-dire que le Homme de Saint-Georges, c'est le dernier en activité. Quand est-ce qu'il a été ouvert? En 1969, d'accord, je peux remonter jusqu'à là. Mais quand il ouvre en 1969, il y a déjà des hommes un peu partout sur le littoral guyanais. Et donc là, pour le coup, il y a un vrai transfert du modèle, c'est-à-dire que ce qui existe à Mana ou à Saint-Laurent-du-Maroni va être ouvert à Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est la mission qui est confiée au prêtre qui a la charge d'aller ouvrir le Homme de Saint-Georges-de-l'Oyapock. D'accord, donc il fallait encore que je remonte à Mana, et là on arrive à Mana parce que c'est là en fait qu'il y a les prémices, les tout débuts de cette histoire. Ça commence quand? Alors on voit qu'en 1949, c'est le moment où l'État avalise et décide effectivement de rémunérer les prêtres et les religieuses pour qu'elles s'occupent des enfants. Mais en fait, c'est pas la décision de l'État qui crée les hommes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui préexistait à ça. Les enfants étaient déjà regroupés autour des religieux. Et donc là, pareil, j'ai remonté jusqu'à arriver, et encore une fois, ça c'est quelque chose qui pourrait être ouvert aussi à la discussion si de nouvelles archives sont consultées. De nouveaux témoignages, ça devient un peu compliqué parce que pour avoir la mémoire des années 30, aujourd'hui, c'est quelques personnes âgées en Guyane, mais il peut y avoir des mémoires familiales aussi. Transmises, voilà, pour arriver à ces années 30, et j'ai eu ce besoin, donc je pense que c'était mon fil il était voilà, sur une question de historienne, et puis nourri par justement ce vide sur quelque chose qui me semblait quand même important et qui méritait d'être raconté. Alors déjà, il faut bien préciser qu'à Maripasoula et un peu à Saint-Laurent-du-Maroni, il y avait des enfants noirs-marrons. Alors là, qui étaient pleinement inclus dans la politique homme indien. D'ailleurs,
à un moment, le terme officiel c'est plus homme indien, c'est homme d'enfant, pour justement inclure donc homme boni, homme indien. Et eux, ils sont considérés donc les enfants amérindiens, les enfants bushinangais sont considérés par l'administration comme voilà, étant les enfants qui doivent se trouver dans ces pensionnats et se trouver également, par exemple, chez les sœurs à Saint-Laurent-du-Maroni, des enfants de familles créoles. Donc, chez les sœurs de Saint-Laurent, c'était des filles uniquement qui pouvaient être là, soit placées par les familles, des gens qui pouvaient travailler dans l'intérieur, qui pouvaient travailler par exemple sur des placères. Ça c'est dans les années 20, les années 30, des mères qui confient les enfants aux religieuses et qui partent travailler dans l'intérieur. Mais administrativement, ou alors des familles créoles qui décident d'envoyer une jeune fille chez les religieuses de Saint-Laurent-du-Maroni pour qu'elle ait une éducation, des gens par exemple de communes rurales. Mais administrativement, ces enfants, même s'ils partageaient le quotidien, ils étaient dans le même établissement, n'étaient pas considérés par l'administration comme étant faisant partie des hommes. Ils étaient là en tant que pensionnaires des religieuses. Et ça se retrouve par exemple dans le financement. C'est pas les mêmes systèmes. Donc l'administration fait bien la différence entre sa politique. Alors concrètement dans les faits, des gens pouvaient être ensemble, mais l'administration, elle, différencie entre les enfants amérindiens et noirs marrons et les autres populations. Et à partir de là, moi je dis, il est important de se demander, mais qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si je ne construis pas ma vie dans ce système? Parce qu'au retour, c'est vrai pour beaucoup, au retour, chez les parents, c'était la catastrophe. Les gens étaient, certains frères et sœurs, complètement dénaturés en fin de compte. On ne pouvait plus communiquer avec les parents parce que même là, si on entendait des voix nous dire il ne faut pas parler votre langue, même entre vos parents. Donc quand on prend conscience de tout ça, moi je dis il fallait se battre. Il fallait se battre, il fallait résister à tout. Et c'est écrit dans le livre où je m'enfuyais souvent. Je suis d'Irakubo. Il y a le home à côté de l'église. Donc moi je suis de Bellevue, Irakubo, pour ceux qui connaissent. J'avais 6-8 ans, je m'enfuyais. Je m'enfuyais pour échapper à quelque chose que je ne pouvais pas donner un nom dessus, mais que je ressentais qui n'était pas fait pour moi. Donc quand on prend conscience de tout ça, devenu adulte, moi je dis il faut pas avoir honte d'en parler, parce que c'est mon histoire, c'est notre histoire. C'est pour ça que je dis il faut connaître notre histoire si on veut se connaître, si on veut se parler. Pour bien me coloniser la tête, on va baptiser. C'était obligatoire, d'où mon prénom Guillaume. On a pris le calendrier et dit tiens, lui c'était Guillaume, regardez, Guillaume. Mais on a déformé mon nom, c'est Kouyuri, qui a un sens ça. Qui a un sens ça. Et je suis fier de le porter. C'est le nom de mes ancêtres qui se sont battus, qui n'ont rien cédé en fin de compte. Mais c'est vrai, il fallait. C'était la guerre. Nous étions en guerre à cette époque-là. On n'a rien cédé facilement, même à Guyane, à Cayenne, là. Il y avait des combats énormes. C'est pour ça que je dis qu'on fouille un peu notre histoire pour se sentir qui on est réellement. Et ce n'est pas des histoires qu'on rencontre. Les écrits sont souvent falsifiés. C'est vrai, le gagnant, il écrit tout ce qu'il veut. Donc c'est à nous d'avancer et de déblayer pour avoir une vie meilleure. Parce que l'histoire des Amérindiens, c'est vrai, c'est pas facile. Certaines personnes croient qu'on raconte des conneries, parce que c'est pas écrit, parce que nous n'avons pas d'écrit.
c'est comme si nous n'avions pas d'histoire. Notre histoire n'a jamais commencé avec la colonisation, ni au moment de l'esclavage, l'installation de l'esclavage, pas du tout. Notre histoire est antérieure à l'arrivée des Européens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si aujourd'hui on est 5, c'est vrai, on est 5 dans un département ou un monde qu'on a dominé de A à Z. Et le choc a été tellement brutal que nous sommes maintenant peu. Nous sommes sans histoire, sans visibilité. Mais c'est à vous, je demande à vous, à nous, justement de redonner cette visibilité pour que nous puissions avancer ensemble. C'est vrai, l'histoire des Amérindiens, c'est pas facile à raconter. C'est pas une histoire, ce ne sont pas des anecdotes. L'Amazonie, il n'y a que de la forêt, d'accord. Mais le sous-sol est rempli de langage, de codes, d'histoire qu'on nous cache. Je me suis réapproprié ma langue à un moment donné parce que je ne parlais plus. Je ne parlais plus ma langue. Et là, c'est devenu compliqué. Mais en fin de compte, sur un choc culturel, c'est revenu tout seul. Maintenant, je peux asseoir mes pensées dans ma langue, transmettre dans ma langue, éduquer dans ma langue. Donc la langue n'est pas morte. En fin de compte, celui qui dit qu'il oublie sa langue ou qui oublie sa culture, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'on veut seulement se transformer et ressembler à l'autre pour ne pas se sentir peut-être rejeté. Mais il faut rester soi-même jusqu'à la fin. 1946, on l'associe à la départementalisation pleine et entière, et en fait pas du tout, puisque perdure sur 90% du territoire, donc tout l'intérieur de la Guyane, une administration coloniale jusqu'en 1969, c'est tardif, hein, c'est après l'indépendance de l'Algérie, c'est après les décolonisations, les indépendances africaines. Et ce point très spécial qui est que les populations que l'administration qualifie de primitives, amérindiens et noirs marrons, même s'ils vivent sur la bande littorale, sont administrés par l'Inini. Ce qui est très bizarre, puisque la bande littorale est censée être pleinement départementalisée, mais certaines personnes qui y vivent ne sont pas soumises à cette, ne sont pas régies par la départementalisation et restent soumis à une administration coloniale, donc voilà, jusqu'aux années 60, et le système des hommes repose en partie sur cette partition, puisqu'ils sont financés sur, pour être précis, le budget de l'Inini jusqu'à voilà, à cette période-là, jusqu'à la fin des années 50. Et ensuite arrive ce détournement de l'aide sociale à l'enfance dont je vous ai parlé, qui prend le relais en termes de financement. Et donc financement, mais administration peut-être à bas coût par l'État français de la Guyane, qui tire aussi donc qui finance certes les hommes, mais en tout cas au dire des religieux dans les archives pas suffisamment, et donc on se retrouve en fait qui en paye le prix, ce sont les enfants, les pensionnaires qui se retrouvent dans des conditions parfois matérielles vraiment contraintes, avec des problèmes d'alimentation. Alors il y a la question de manger quelque chose qu'on n'est pas du tout habitué à manger, et on sait que ça peut être très compliqué du jour au lendemain de changer complètement d'alimentation, donc ça c'est un traumatisme, mais aussi le fait qu'il y a des économies qui sont faites sur les soins donnés aux enfants. Alors ça c'est par exemple un religieux
qui était très dépensier, donc le père Lecoq, qui était notamment à Irakubo, qui a ouvert le Home d'Irakubo, connu par sa congrégation pour brûler l'argent. Donc ça, c'est des problèmes internes à la congrégation qu'on trouve dans les archives, c'est assez intéressant, des échanges de courriers, tout ça. À un moment, se retrouve à s'occuper du Home de Mana, et là, dit clairement qu'en fait, il fait des économies pour rembourser ses dettes qu'il a créées à Irakubo et donc rembourser aussi sa congrégation sur l'argent qu'il touche pour les enfants. Donc là, c'est des occurrences très claires de magouille, quoi. Et en fait, bon, au final, c'est toujours les enfants qui trinquent, quoi. Cette histoire-là, il y avait une journaliste qui m'avait parlé de ça. Je leur ai dit... Je commençais à raconter un peu, mais à un moment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, je reviens vers elle une semaine après. Je lui ai dit que, désolée, je ne peux pas raconter toute l'histoire. Parce que je préfère que ce soit un caméraman amérindien. C'est l'histoire d'Amérindiens. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à la France. Si on doit parler de notre histoire écrite, on doit le faire nous-mêmes. C'est pas qu'on ne va pas attendre quelqu'un d'autre qui les fasse pour nous. Donc moi, je dis, je me retire de ces projets-là. Je dis, je ne rencontre plus. Et là, il est sorti comme ça. Juste une question, est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez réalisé cette œuvre, vous avez l'impression de vous être déchargé de quelque chose? Oui, quand je fais ça, à un moment donné, mon mari est venu dans mon atelier, en me voyant pleurer, il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, je vais t'expliquer ça plus tard. Et après, je lui ai dit, mais tu sais, je suis en train de mémoriser tout ce qui se passe. Je lui ai dit, voilà comment j'étais, quoi. J'étais cette tête-là avec des larmes quand j'ai pris une décision de partir. J'ai dit, voilà, c'était... Et après, il me dit, ben arrête de faire ça, puisque ça te ramène sur Dieu. Non, je lui ai dit, non, j'ai envie de m'exprimer, je vais m'exprimer là-dessus. Et donc, du coup, c'est senti comme ça. Et là, maintenant que c'est devant moi, il y aura un chapitre Hommédien 2 qui doit sortir, mais pas tout de suite. Donc, il y a pas mal de choses aussi dedans. On arrive au bout de tout. Le monde change, les planètes bougent, et tout ça. Et nous avec. Et l'environnement, c'est encore pire. On se détruit. Pour nous, la vie continue autrement, dans un autre monde. Donc on voit, on n'a pas la même façon de voir les choses. C'est un peu ça, mon message. Essayons d'écouter un peu le battement du cœur de notre mère Terre. C'est important. Je pense et je souhaite qu'émergent des récits sur cette histoire, mais sur aussi de nombreuses autres histoires dans les langues amérindiennes, dans les langues que parlent les gens, dans les langues dans lesquelles ils rêvent, dans les langues dans lesquelles ils pensent. Et ça va être différent. Et alors pourra venir l'effort de la traduction. Je pense par exemple au film de Christophe Yanou-Wanapierre qui est en langue kaligna et qui a été sous-titré et donc qui est accessible aux francophones, mais qui est un film qui a été pensé et construit et qui est partagé en langue kaligna. Téléviumako, aérondoko. Téléviumako, aérondoko. Les enfants télévium, levez-vous. Ou regardez autrement. Parce que notre vraie domination, c'est Téléviou, c'est pas Kaligna. Kaligna, dans notre langue, c'est l'ensemble des Amérindiens ou des hommes. Il y a une nuance. Je suis Téléviou. Si tu veux, je suis Kaligna Téléviou. Téléviou, ça veut dire fils d'eux. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Péiscope avec Fly nous paraît en noir.
Wells autres pouvaient virer well Payscope avec Fly la Guyane sa cabaye. Sitôt les well fell, Payscope vini well. Sitôt pas well, To pouvait virer well Payscope vendant well la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs, l'abondance des couleurs, des nuances en douceur. well, galley, well, ça c'est well, Payscope avec Fly nous paraît en noir. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Vini well,